Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter ce travail qui a été publié dans Lancet l'année dernière et qui traite du dépistage visuel systématique chez les enfants âgés de 4 à 5 ans pour détecter l'amblyopie. Donc d'abord, ce que vous savez déjà sur ce sujet, c'est une situation qui est assez fréquente puisqu'elle toucherait environ 2% des personnes. Et elle est susceptible de provoquer une altération définitive de la vision unilatérale et stéréotaxique. C'est une situation qui est rarement repérée par l'enfant lui-même et même par son entourage. Et on sait que le traitement serait plus efficace s'il est réalisé avant 7-9 ans, du fait en fait d'une plasticité cérébrale qui permet d'en obtenir la correction. Du fait de ces paramètres, il est assez logique que de nombreux pays aient développé des stratégies de dépistage, le plus souvent systématiques, sur les populations d'enfants d'un âge donné, avec différents types de tests qui sont proposés. Mais il existe aussi des pays où aucun dépistage n'est proposé. En France, la situation est un peu intermédiaire, puisqu'on a des recommandations de dépistage, mais il n'y a pas d'organisation de dépistage systématique. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'évaluation de ces stratégies de dépistage est tout à fait insuffisante. Et donc, la question posée par ce travail était d'estimer la pertinence et l'efficience du dépistage systématique de l'amblyopie et de l'efficacité des traitements proposés chez l'enfant. Donc, ce travail était une revue de la littérature, une revue systématique, une littérature anglophone exclusivement, publiée entre 1995 et 2013. L'année 1995 en fait, a été choisie parce que c'était la date de la dernière grande revue systématique qui avait été proposée par Snowden et Stuart Brown. La littérature étudiée était celle des bases de données Medline, Homebase, PsycInfo et la Cochrane Library. Et donc, les études ont été sélectionnées assez rigoureusement. Pour être publié dans le Lancet, il faut quand même montrer patte blanche. Donc, avec une sélection exclusivement des études de bon niveau de preuve, c'est-à-dire soit des revues systématiques, soit des essais cliniques randomisés, soit des études observationnelles, mais en très large population, en population générale. Et les articles ont été sélectionnés avec des critères d'évaluation de la qualité des travaux. Les résultats portaient sur globalement 3 points. D'abord, cette revue confirme l'importance de la question posée, c'est-à-dire que fait-on avec cette amblyopie, puisqu'en fait les définitions et les seuils retenus pour faire ce diagnostic sont absolument pas consensuels au niveau international. L'histoire même de cette pathologie est assez peu connue, assez peu décrite et peu documentée, et il n'existe en fait pas de preuves robuste que l'amblyopie soit un handicap à l'âge adulte, ni que cela altère la qualité de vie ou de la santé. Le deuxième aspect des résultats a été de travailler sur le traitement proposé. Donc la revue a inclus 19 essais cliniques randomisés et ces études permettent de conclure que globalement, on confirme que le traitement est efficace s'il est réalisé avant 7 ans et si l'occlusion de l'œil sain est porté au moins pendant 3 à 6 heures par jour. On démontre que si le traitement est réalisé entre 3 et 5 ans, on améliore d'une ligne sur l'échelle optométrique l'acuité visuelle de l'œil traité. Mais par contre, il n'existe pas de données sur la stabilité au-delà d'un an. Et les effets indésirables sont assez peu documentés et ils ne sont pas négligeables puisque vous savez que l'occlusion de l'œil sain peut altérer l'image de soi des enfants, qu'il existe aussi des systèmes d'occlusion chimique où en fait on met des gouttes dans l'œil sain et que ça peut créer des irritations. Et donc ces effets négatifs ne sont pas tous étudiés. Troisième point des résultats. C'était le cœur de sujet de ce travail, c'était donc l'intérêt du dépistage systématique chez l'enfant de 4 à 5 ans. La revue systématique, donc 15 ans après celle de 95, retrouve exactement les mêmes résultats. C'est qu'on ne dispose toujours d'aucune preuve robuste en santé publique sur l'intérêt d'un tel dépistage. Et en Grande-Bretagne, une étude de coût-efficacité s'est avérée négative. Ce dépistage n'est pas coût-efficace.
Bien sûr, cette revue a des limites, notamment le fait qu'elle n'ait inclus que des articles en langue anglaise. Et puis, on n'a aucune donnée sur les tests qui sont réalisés et sur l'effecteur. C'est-à-dire que beaucoup de pays ont fait le choix d'une stratégie de dépistage qui repose sur les orthoptistes. Mais en France, ce sont les médecins généralistes, les médecins les médecins scolaires, les médecins de PMI. Les effecteurs sont variés et donc on n'a aucune description de ces résultats. Ce que l'on fait déjà, ce que vous faites déjà en France, c'est fondé sur les recommandations de la HAS qui datent de 2002 initialement et reprises en 2005 dans les recommandations de dépistage des enfants de 28 jours à 6 ans. Et donc ça propose quand même une série de tests répétés, divers, qui commencent avant 9 mois, qui sont à réaliser sans discernement par le médecin généraliste, le pédiatre, le médecin scolaire, le médecin de PMI. Les tests, vous les connaissez, c'est la recherche d'un strabisme avec le reflet cornéen, la recherche, le test de l'occlusion, le test de langue qui peut être utilisé à partir de 1 an et un optomètre adapté à l'enfant qui peut être utilisé dès 2 ans et demi. Tous ces tests sont régulièrement formulés dans le carnet de santé des enfants pour vous rappeler de les faire. Mais ça pourrait changer parce que donc aux USA, par exemple, les recommandations ont été refaites en 2011. Il a été maintenu l'idée d'un dépistage en soins primaires réalisé chez les enfants de 3 à 5 ans avec un niveau de preuve de grade B. Et il a été clairement retenu de ne pas proposer ce dépistage avant 3 ans, faute de preuves suffisantes de son intérêt. En Grande-Bretagne, les recommandations ont été révisées en 2013 et elles le seront de nouveau là en 2016-2017. Et le dépistage est resté recommandé, même faute d'arguments économiques, entre 4 et 5 ans, et réalisé par un orthoptiste, donc sur un dépistage systématique. Et donc en France, eh bien, c'est la question qui va rester en suspens et que je vous propose de discuter, puisque nos recommandations datant de 14 ans, ça laisse pantois. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu aurais envie, si tu étais ministre de la Santé? Elle vient au final, on peut lui faire des suggestions. Ce qui ressort de ce travail qui est quand même de très bonne qualité, c'est qu'en 15 ans, en 20 ans d'études, d'essais, etc., on ne parvient pas à démontrer un intérêt réel de ce type de dépistage, avec derrière quand même l'arrière-pensée professionnelle, de dire que c'est quand même assez accessible au niveau des tests, que c'est peu complexe à réaliser et que le traitement semble fonctionner quand il est réalisé assez précocement. Donc il y a une contradiction entre l'abord assez facile de cette situation sur le plan médical et en réalité l'absence de preuves robustes. Pourtant ça a été largement étudié, hein. Les études qui sont dans cette analyse, dans cette revue, sont vraiment de grosses études avec des grosses populations et malgré tout on ne montre pas de réel intérêt. Moi, je retiens quand même qu'avant 3 ans, tous ces examens qu'on fait de manière répétée, qui prennent beaucoup de temps de soins, même si voilà, chacun est rapide, mais l'accumulation, la répétition est probablement très peu pertinente et que dépister avant 3 ans me paraît assez inutile finalement. Donc tu suggérais de faire un examen plus détaillé, mais peut-être un peu plus tardif, un peu plus tard, que de la répétition, pas forcément de... À un âge, on peut corriger en fait. Voilà. Justement, Fabien Gaillard, Grenoble, justement en France, qui les dépiste le mieux et à quel âge? Et finalement, quelle est l'efficacité de nos dépistages de centrage sur la rétine, sur la pupille et occlusion? En France, alors, les traitements sont efficaces, hein, c'est-à-dire que quand on a diagnostiqué une amblyopie et qu'on la corrige, en fait, quelles que soient les techniques, on obtient une compensation de l'autre œil. Dans les effets indésirables que je n'ai pas cités, l'œil occlu peut développer lui-même une amblyopie. Donc on peut créer par nos traitements une amblyopie. Mais globalement, les traitements fonctionnent, sont efficaces, on obtient une amélioration de l'acuité visuelle de l'œil atteint. Donc de ce côté-là, les questions se posent assez peu. Par contre, les stratégies de dépistage en France ne sont pas étudiées puisqu'en fait, il n'y a pas d'effecteur désigné. Il y a des tests qui sont décrits, mais aucun qui est prévu de manière systématique et sur lequel on soit contrôlé en fait. Donc c'est relativement anarchique. C'est vraiment l'inverse du dépistage systématique. Et du coup, pour en faire une évaluation, c'est très peu. Merci.
Merci, Rémi. Oui, Rémi Sonon, c'est plus un commentaire, parce que je crois qu'effectivement, en consultation régulière de nourrissons de jeunes enfants, c'est un examen qui est quand même très facile à faire, qui est très accessible et qui, pour nous, ne prend pas quand même beaucoup de temps, en fait. Les tests d'occlusion, l'analyse du reflet cornéen, c'est quand même très, 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 très rapide. Donc, à mon sens, il n'y a pas d'inconvénient à faire ce dépistage. On peut s'interroger sur les conséquences du test s'il est positif vis-à-vis des parents, par exemple, parce que là, du coup, on va entraîner une contrainte de soins. Mais quelque part, on peut se poser la question entre se dire, est-ce qu'il ne vaut pas mieux, à contrainte de toute façon, qui sera à un moment donné, ne vaut-il pas mieux donner cette contrainte lorsque l'enfant est relativement jeune, plutôt que d'attendre 7 ou 8 ans, qu'il y aura des choses qui entraînons la même contrainte, avec en plus de ça l'arrière-pensée pour les parents de se dire que s'ils étaient intervenus plus tôt, peut-être est-ce que ça aurait été encore mieux, quoi. Donc honnêtement, même si tout ça est très intéressant parce qu'on n'a pas véritablement de preuves, je pense que faire un dépistage relativement simple dans le cadre de nos consultations, personnellement, ça ne me paraît pas quelque chose de particulièrement difficile et handicapant et avec des conséquences, quoi. Alors, les examens de dépistage ne sont pas délétères, mais ce que cette revue révèle et cible, c'est qu'on a des bonnes raisons de penser qu'on peut être vraiment nocif avec ce dépistage. Dépister très tôt peut avoir un intérêt parce qu'on se dit que l'enfant qui serait traité jeune, entre guillemets, n'a pas les pertes d'estime de soi, etc. Mais l'amblyopie peut aussi apparaître plus tard, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un enfant n'est pas amblyope à 1 an qu'il ne va pas l'être à 5 ans. Et donc, en gros, ça veut dire que si on dépiste tôt, il faut aussi redépister après. Et que, voilà, la question, elle est à quel instant il est réellement utile de dépister, et réellement sur des données assez solides, on a de bonnes raisons de penser que le faire avant 3 ans, en fait, est plutôt peu efficace et peu utile globalement. J'avais une petite remarque justement à propos de l'âge. De Marie-France Baudin de Moselle, une petite remarque par rapport à l'âge, c'est que les nourrissons, on les voit beaucoup entre 0 et 3 ans, mais entre 3 et 5, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de vaccins, donc on risque de les voir moins, quoi. Donc peut-être qu'effectivement, c'est pour ça que dépister tôt, on va les garder sous le coude. Ce qui peut parfois, du coup, justifier ce que font la plupart des autres pays européens, c'est-à-dire un dépistage qui ne repose pas sur le médecin généraliste, mais sur une consultation systématique chez l'orthoptiste entre 3 et 5 ans. C'est ce que font la majorité des pays européens. En France, on a un dépistage opportuniste proposé par les médecins généralistes à l'occasion de consultations également opportuniste entre guillemets. Donc on peut proposer dans d'autres pays un dépistage systématique par un effecteur de soins différent du médecin généraliste. C'est tout. Donc une question là-bas, une question là, et après on passera à l'autre sujet. Moi j'ai été marquée par le premier diapo où on dit que le handicap, on ne sait pas si c'est un réel handicap. Alors toutes ces questions, si effectivement in fine c'est pas un handicap, elles ne se posent pas. Donc pour moi c'était un réel handicap. Il faut voir la finalité du test, et je suis très étonnée qu'ils disent, et d'une, que ce ne soit pas un handicap, et de deux, que la rééducation, au bout d'1 an, le bénéfice se perd, parce que effectivement, moi c'est un dépistage qui me paraissait très important, mais si in fine ça ne sert à rien, je ne vois pas bien du coup donc la question en fait, ne se pose plus. Les données sur le handicap à l'âge adulte sont pauvres, et en réalité on connaît tous des gens amblyopes à l'âge adulte qui mènent leur vie tout à fait normalement. Le handicap est faiblement ressenti. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que chez l'enfant, très clairement, c'est absolument pas repéré. Les parents ne s'en rendent pas compte, parce qu'en fait, c'est très bien compensé. Donc, bien sûr, ça interdit un certain nombre d'exercices de profession, mais typiquement, parmi les médecins, il y a de probables amblyopes sans que ça pose de problème. Donc, la notion de handicap, elle pose vraiment question, et elle est effectivement à la base de la justification d'un dépistage et d'un traitement correctif. Et la deuxième partie de votre question, c'était... la stabilité à 1 an. Donc là, par contre, la revue dit qu'on n'a pas de preuves robustes que ça soit stable après traitement, mais ça ne dit pas que ça n'est pas stable. Christophe, tu voulais dire quelque chose ? Oui, merci pour ta présentation, Aline. Ça pose 2 problèmes. Bon, d'abord, pour le handicap, effectivement, l'adaptation au handicap ne signifie pas que le handicap n'existe pas. On sait très bien que les personnes qui développent une BPCO ne souffrent pas de leur BPCO parce qu'ils s'y adaptent. N'empêche que
ils ont une BPCO, ils ont une restriction respiratoire, ils s'y adaptent, mais elle existe quand même. Donc l'amblyopie, effectivement, est un handicap, même si la personne s'y adapte. La question qui se posait aussi avec cette étude par rapport à la France, et qui rend cette étude intéressante, c'est qu'on se rend compte qu'en France, il y a des choses qui sont systématiquement faites par tout le monde. Autrement dit, la PMI, la médecine scolaire, les médecins généralistes, tout le monde fait la même chose chez les enfants, c'est-à-dire que les mêmes tests vont être répétés 3, 4, 5 fois, parce qu'il n'y a aucune coordination des soins et des dépistages entre généralistes, PMI, médecine scolaire, et tout le monde va faire la même chose, et il y a un certain nombre de trucs qui ne sont jamais faits ou quasiment jamais faits. Et des enfants qui passent au travers. Et les enfants qui passent au travers, mais il y a aussi surtout l'amblyopie et les retards de développement, les troubles envahissants du développement. Il y a toute une série de choses que personne ne dépiste parce que tout le monde se focalise sur les mêmes choses qui sont faciles à faire. Et ce qui est plus difficile à faire et qui demande une vraie connaissance et une vraie technicité médicale n'est pas fait. Et ça en fait partie. Merci Christophe et merci beaucoup Aline pour ta présentation.